La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue au nouveau rendez-vous expert de Keox, un webinaire consacré aujourd'hui au contentieux des DPE qui va être animé par nos deux experts, maître Pauline Morus et Julien Parc, que vous allez retrouver d'ici environ 5 minutes pour la présentation de ce nouveau rendez-vous expert Keox. Donc encore un petit peu de patience et on vous dit à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue au nouveau rendez-vous expert de Keox, un webinaire consacré aujourd'hui au contentieux des DPE, qui va être animé par maître Pauline Morus, avocate au cabinet Hugo Lepage, avocat et docteur en droit, et par Julien Parc, qui est responsable de l'activité études prospectives du pôle rénovation de Pouget Consultant. Nos deux experts vont prendre la parole d'ici 2 à 3 minutes, démarrage de notre webinaire. Encore que 2 3 minutes, le temps que tous les participants nous rejoignent. Merci de votre présence aujourd'hui et à tout de suite. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la plateforme webinaire pour suivre un nouveau rendez-vous expert Keox en partenariat aujourd'hui avec Monitor Juris pour notre rendez-vous du jour sur le thème des contentieux des DPE. Nous accueillons aujourd'hui Pauline Morus et Julien Parc. Pauline Morus, que l'on voit à l'écran, est avocate au cabinet Hugues Lepage, avocat et docteur en droit. Elle intervient principalement en droit de l'énergie et de la performance énergétique, ainsi qu'en droit public des affaires et en droit immobilier. Et Julien Parc, qui vient d'apparaître lui aussi, est responsable de l'activité études prospectives du pôle rénovation de Pouget Consultant. Il accompagne les acteurs de la filière bâtiment dans la mise en œuvre de stratégies de décarbonation et la prise en compte des enjeux réglementaires et des dispositifs incitatifs en lien avec l'énergie. Juste avant de laisser la parole à Pauline Morus et Julien Parc, je tiens à rappeler que vous avez la possibilité de poser vos questions sur la plateforme webinaire tout au long de la présentation. Veillez à bien les formuler sur le chat et je ferai au mieux pour poser une majorité d'entre elles à nos intervenants du jour en fin de présentation. Et bien voilà, je vous laisse la parole, Pauline Morus et Julien Parc. Bonne présentation à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors effectivement, on se retrouve aujourd'hui pour parler DPE et plus spécifiquement contentieux des DPE. Pourquoi ce rendez-vous alors que cet outil DPE fait l'objet d'un contentieux assez dense depuis plusieurs années, depuis plus d'une dizaine d'années, depuis sa création en réalité, depuis 2006. La raison de ce webinaire, c'est qu'on est en train de vivre d'un point de vue contentieux un véritable renouvellement, principalement sous l'effet de deux phénomènes. Le premier, c'est que l'outil lui-même, le DPE, fait lui-même l'objet d'une grande transformation. On aura l'occasion d'y revenir. On va parler désormais d'un DPE qui est dit fiabilisé et opposable. Et puis, le deuxième phénomène, c'est l'importance de plus en plus grande que l'ensemble des acteurs du monde de l'immobilier, qui sont probablement, que nous sommes et que vous êtes autour de ce webinaire, l'importance que prend pour nous tous la valeur verte des biens immobiliers. Et cette importance va mécaniquement conduire à des situations contentiogènes de plus en plus fréquentes. Voilà les principales raisons qui nous conduisent à s'interroger un petit peu sur l'avenir du contentieux du DPE. Et pour cela, on va procéder en deux grandes parties. D'abord, on va s'arrêter un moment pour essayer de bien comprendre l'outil qu'est le DPE. C'est un préalable qui est vraiment indispensable. Si on ne comprend pas pleinement l'outil DPE, on risque de commettre des erreurs assez importantes au contentieux et surtout de se lancer dans des contentieux qui seront in fine infructueux. Donc vraiment, c'est un préalable indispensable, c'est de bien comprendre qu'est-ce que cet outil DPE, qu'est-ce qu'on peut en attendre et qu'est-ce qu'on ne peut pas en attendre. Et puis, sur cette base-là, on essaiera d'en tirer des enseignements et des perspectives concrètes en termes de contentieux. Et donc, je passe tout de suite la parole à mon co-animateur du jour, Julien Parc, qu'on n'entend pas encore. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. En effet, je vais commencer donc du coup par vous présenter un peu quelques éléments sur pour bien comprendre le DPE et puis notamment m'arrêter sur quelques reproches qui pourraient être faits aujourd'hui au DPE et essayer de comprendre quels sont ces reproches et est-ce qu'ils rentrent finalement dans le cadre de ce qui pourrait être opposable ou non. Avant de rentrer dans les détails, juste peut-être pour vous rappeler quand même que aujourd'hui on est inscrit, enfin la France s'est engagée du coup à diminuer de manière massive ses émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc pour le secteur du bâtiment, ça signifie accélérer un rythme de rénovation de logements et des bâtiments tertiaires, donc en ciblant prioritairement les passoires thermiques. D'orienter le secteur vers un usage d'énergie à 100% décarbonée en 2050 et de viser une sobriété d'usage sur l'ensemble des consommations énergétiques. Donc c'est que à ces trois conditions qu'on pourra se permettre, en tout cas que le secteur résidentiel et le secteur du bâtiment aura fait l'effort nécessaire pour contribuer à la neutralité carbone. Alors quand on dit ça, nécessairement, il est nécessaire du coup de mettre en place des outils pour pouvoir justement mesurer l'efficacité des différents dispositifs qui sont mis en place. Et concrètement, le DPE a été choisi comme l'outil principal pour justement
piloter la stratégie sur le parc résidentiel. Alors, le DPE, malgré tout, c'est pas quelque chose qui est récent. C'est quelque chose les premiers diagnostics de performance énergétique qui datent de 2006. Ils étaient obligatoires notamment dans le cadre de fourniture donc il y avait une obligation de fourniture d'un DPE dans le cadre de vente immobilière depuis le 1er novembre 2006 et puis au 1er juillet 2007, c'était dans le cadre des mises en location. Néanmoins, ce DPE, il n'était pas opposable, il était seulement informatif et il y avait de nombreuses méthodes de calcul qui existaient pour pouvoir l'évaluer. Au fur et à mesure, il y a eu des travaux pour uniformiser les méthodes de calcul, mais en tout cas, il n'y avait pas de méthode commune pour l'ensemble des DPE. La loi Elan de 2018 rend opposables les informations contenues dans le DPE à compter du 1er juillet 2021 et à partir de cette loi Elan, du coup, il y a eu plusieurs décrets et arrêtés qui sont venus encadrer la nouvelle mouture du DPE pour justement accompagner cette opposabilité. Alors, du coup, ce que je vais commencer par vous présenter, ça va être d'abord du coup de vous présenter quelles ont été ces évolutions et pourquoi elles ont été menées. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode qui a été choisie pour du coup faire les évaluations énergétiques qui servent du coup le DPE, c'est la méthode 3CL 2021. C'est une nouvelle méthode, ou en tout cas une méthode qui a été revue et qui est désormais unifiée et fiabilisée. C'est-à-dire que unifié, ça veut dire que globalement, il y a eu une uniformisation de la méthode de calcul indépendamment du type de logement. Et fiabilisé, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait pour s'assurer que l'ensemble des données d'entrée pouvaient être facilement relevées et que les calculs étaient précis, ou en tout cas qu'il y avait une uniformité des calculs qui étaient réalisés, notamment par rapport à d'autres méthodes réglementaires. Le DPE, au-delà de l'uniformisation et de la fiabilisation de la méthode de calcul, il y a eu tout aussi une refonte autour de la lisibilité et de la compréhension des indicateurs, qui, dans le but de permettre d'avoir quelque chose qui soit plus lisible, plus facile à analyser pour le ménage ou pour celui qui reçoit le DPE. L'objectif était en effet du coup d'avoir que ce DPE puisse permettre de prendre conscience des performances énergétiques de son logement et afin d'aller vers un accompagnement vers la sobriété des usages et également vers potentiellement des rénovations énergétiques. Alors si je rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qui a principalement évolué? Eh bien, il y a eu pas mal de petites évolutions dans le moteur de calcul. Le premier, c'est que globalement, il y a une seule, et la plus importante, c'est le fait qu'on ait une méthode de calcul qui soit uniforme pour l'ensemble des logements, quand avant, il y avait plusieurs méthodes de calcul qui existaient pour les logements avant 48 et les logements après 48. On a également eu plusieurs changements dans la méthode de calcul on va dire au niveau de l'algorithme, notamment le passage de 3 usages à 5 usages énergétiques, donc l'ajout des usages d'éclairage et d'auxiliaire, la mise à jour des paramètres liés aux énergies, donc le fait les coefficients de passage d'énergie primaire à énergie finale, les facteurs d'émission des énergies, les tarifs des énergies, etc. Il y a eu plusieurs modifications dans la méthode de calcul en tant que telle, pour être un peu plus précis, donc avec une méthode qui est désormais mensuelle par zone climatique, quand avant c'était au département. Il y a eu également l'alignement des scénarios de convention d'occupation sur la RE 2020, l'intégration des nouveaux systèmes et d'énergie et de chauffage et de chaude sanitaire, et la mise à jour des performances de ces mêmes systèmes et des matériaux. Donc tout ça a évidemment amené du coup à globalement voir des consommations qui étaient évaluées avec cette nouvelle méthode de calcul qui sont différentes de l'ancienne mouture du DPE. La deuxième grosse évolution d'un point de vue méthodologique, celle qui a eu un impact très important, c'est le fait que avant 2021, il y avait deux étiquettes qui étaient bien distinctes, c'était l'étiquette énergie et l'étiquette émissions de gaz à effet de serre. Et avec cette réforme, eh bien finalement l'étiquette DPE est désormais composée à la fois
d'un seuil en étiquette en énergie primaire et d'un seuil en émissions de gaz à effet de serre. Ce qui du coup fait que certains bâtiments qui potentiellement consomment peu ou moyennement, mais émettent plus d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ont une étiquette DPE dégradée par rapport à l'ancienne mouture. Cette fiabilisation et toute le fait de cette uniformisation des méthodes de calcul a permis du coup de mettre en place une politique de rénovation énergétique et de lutte contre la précarité énergétique qui désormais du coup s'appuie sur le DPE. On a plusieurs textes qui du coup sont apparus et qui du coup s'appuient soit sur des lettres du DPE, donc notamment l'interdiction de mise en location des passoires énergétiques, l'interdiction d'augmentation des loyers, l'audit obligatoire en cas de transaction immobilière, les dispositifs de financement de la rénovation énergétique basés sur le classement DPE, donc que ce soit pour le parc privé, donc par exemple MaPrimeRénov', ou pour le parc social, l'éco-PLS. Il y a eu l'uniformisation des méthodes de calcul entre l'audit incitatif et le DPE. Donc l'audit, c'est un outil qui permet à un ménage de se projeter dans un programme de travaux vers des rénovations performantes et qui permet notamment de se faire de débloquer des aides financières. Et donc il y a une correspondance désormais entre la méthode qui est utilisée pour l'audit et le diagnostic de performance énergétique. Et puis à terme, il y a également la mise en place d'un DPE sur les DROM, à voir comment il se met en place et s'il s'appuie sur la même méthode de calcul ou en tout cas sur la même logique. Donc là, je vous ai fait un peu une première présentation rapide et j'ai essayé de balayer un peu les principales évolutions du DPE. Et depuis du coup sa mise en application en juillet 2021, eh bien, il y a plusieurs reproches qui ont été formulés à l'égard du DPE que j'ai essayé de caractériser en 4 catégories et que je vais essayer de parcourir aujourd'hui maintenant. Les 4 catégories que j'ai retenues, c'est la première reproche est vraiment sur la représentativité des consommations évaluées, notamment par rapport aux consommations réelles. Le deuxième reproche qui a été fait régulièrement, ça concerne la reproductibilité du DPE, à savoir entre 2 bâtiments, si je fais venir 2 diagnostiqueurs différents, j'aurai potentiellement 2 résultats de diagnostics différents. Le troisième critère que j'ai retenu, ou en tout cas la troisième catégorie pour moi de reproches, concerne les précisions du calcul de consommation d'énergie primaire ou des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux différents paramètres d'influence, qui peuvent être la performance des équipements, l'âge du bâtiment, etc. Et puis le troisième paramètre concerne la quatrième catégorie concerne le réalisme des mesures au regard des caractéristiques du bien. Et là-dedans, je rentre notamment, par exemple, les caractéristiques, enfin les éléments liés au DPE dans les logements à petite surface. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de balayer ces quatre grandes catégories de reproches et d'évaluer un peu quel est leur lien avec l'opposabilité notamment, et est-ce qu'ils rentreraient dans le champ de l'opposabilité. Alors le premier sujet, c'est le lien avec les consommations réelles. Donc, il y a eu plusieurs études qui présentent du coup un écart, qui présentent qu'il existe un écart important entre les consommations réelles du bâtiment et celles estimées dans le diagnostic de performance énergétique. Notamment, il y a eu dernièrement une étude du Conseil d'analyse économique qui montrait en effet qu'il y avait des écarts conséquents et que cet écart, il était plutôt, on va dire, dans un sens où on consommait moins dans les logements en étiquette G ou F par rapport à ce que prévoyait le DPE et on consommait plus dans les logements en étiquette A ou B par rapport à ce que prévoyait le DPE. Alors là-dessus, je pense qu'il y a un point important, c'est une erreur d'interprétation de considérer qu'il y a une adéquation parfaite entre une performance intrinsèque d'un logement qui est évaluée de manière conventionnelle avec un moteur simplifié et une consommation réelle qui va dépendre du logement, du climat, du comportement, de l'occupation, etc. Je pense que ce que cette étude montre surtout, c'est que les ménages adoptent leur comportement en fonction de la performance énergétique du bien. Et que du coup, le pilotage des consommations énergétiques dans le logement s'effectue d'abord en fonction de la facture énergétique, puis du confort, et donc, in fine, de la performance intrinsèque du bien.
mais on ne peut pas demander au DPE de pouvoir évoluer en fonction de l'occupation du bien, puisque du coup, on ne pourrait pas évaluer la performance intrinsèque de ce bien. Donc c'est vraiment pour moi une erreur d'interprétation de considérer qu'il devrait y avoir une corrélation directe entre les consommations réelles et la performance intrinsèque du bien. D'ailleurs, un pilotage qui serait basé uniquement sur des consommations et sur des factures énergétiques risquerait de diminuer la priorité sur les ménages qui se situeraient dans une situation de précarité énergétique plus forte. Puisque lorsqu'on est dans une situation de précarité énergétique, eh bien, on a tendance à diminuer sa température de chauffage et donc pour diminuer sa facture. Donc ça, c'est un premier point qui, pour moi, est presque à mettre de côté parce que c'est une erreur d'interprétation et un reproche qui n'a pas lieu d'être, en tout cas, pour un diagnostic des performances énergétiques. Le deuxième reproche qui est généralement fait, c'est la reproductibilité des diagnostics. C'est-à-dire que lorsque je fais venir deux diagnostiqueurs, potentiellement, je pourrais avoir deux résultats différents. Alors ça, c'est un reproche important. Et en fait, pour moi, il peut y avoir, selon nous, il y a deux types d'erreurs. Il y a des erreurs qui sont relatives à la méthode de saisie différente, c'est-à-dire que il y a plusieurs méthodes de saisie qui sont possibles pour un même logement et il est possible d'avoir des résultats du coup différents qui sont tous les deux valides, mais donc c'est-à-dire que le diagnostiqueur qui a réalisé sa saisie ne s'est pas trompé, simplement il a fait un choix de méthodologie de saisie qui est différente. On a dans le DPE des méthodes qui sont plus ou moins simplifiées et pour lesquelles on peut saisir des valeurs par défaut ou alors saisir des valeurs précises. Et donc cette différence de saisie de méthode, elle ne rentre pas dans le champ de l'opposabilité puisque à ce moment-là, les deux diagnostiqueurs n'ont pas fait d'erreur dans leur saisie, ils ont simplement fait un choix de méthode de calcul qui est différent ou un choix de méthode de saisie des diagnostics qui est différent. Alors du coup, quand on dit ça, du coup, il y a un objectif pour les maîtres d'ouvrage et les propriétaires, c'est de limiter autant que possible la saisie des valeurs par défaut qui peut dégrader fortement l'étiquette DPE. Et du coup, dans ce sens-là, c'est mettre à disposition des diagnostiqueurs des données les plus détaillées possibles et notamment faciliter potentiellement l'accès en logement collectif, aux caves, à la chaufferie, etc. Et s'il y a eu des travaux qui ont été réalisés, montrer des factures, etc. À terme, on pourrait envisager du coup de fiabiliser peut-être le DPE là-dessus en limitant du coup, en interdisant les valeurs par défaut, en demandant à ce que le diagnostiqueur s'engage un peu plus sur certaines valeurs, ce qui est peut-être compliqué dans certaines configurations quand même. Potentiellement de mettre à disposition ou de développer des méthodes qui permettraient de réaliser de la mesure de performance directement sur site, qui permettent de justifier certaines saisies de déperdition notamment, pour essayer de fiabiliser notamment les déperditions par les murs qui sont souvent saisis par défaut. Ça pourrait être également la fourniture d'un indicateur de sortie du taux d'information saisie par défaut dans le diagnostic pour pouvoir évaluer dans quelle mesure le diagnostic qui a été réalisé, le DPE qui a été réalisé principalement sur des données par défaut ou principalement sur des données qui ont été saisies de manière précise. Et ça est également important de se dire que potentiellement au fur et à mesure, avec un déploiement du carnet d'information du logement, on pourrait avoir un taux de complétude des informations précises ou en tout cas, qui est plus important parce qu'elles sont contenues dans le carnet d'information du logement dans lequel on pourrait récupérer toutes les factures de travaux, etc. Donc ça, c'est un premier point. Finalement, ici, il n'y a pas d'enjeu vis-à-vis de l'opposabilité, puisque a priori, les diagnostiqueurs sont dans leur bon droit de saisir des bâtiments, mais le font de manière différente. Par contre, il existe aussi des erreurs de saisie, et là, dans ce cas-là, c'est le diagnostiqueur qui réalise une erreur qui est volontaire ou involontaire dans la saisie de son logement, et là, c'est finalement la seule critique qui sont en lien avec l'opposabilité, puisque là, il y a une erreur, et on pourrait reprocher au diagnostiqueur, en effet, d'avoir mal saisi le bâtiment. Il est essentiel du coup pour les maîtres d'ouvrage et notamment les bailleurs sociaux par exemple de s'assurer de la cohérence des données saisies par le diagnostiqueur et on pourra améliorer aussi
ce point-là, il faut à terme s'assurer de la maîtrise des coûts et d'avoir finalement une coût de prestation qui est pas trop bas pour s'assurer d'une saisie qui est fiable. Il faut évidemment développer aussi les compétences des diagnostiqueurs, notamment sur le bâti ancien. Il y a souvent des valeurs, dans le bâtiment ancien, les valeurs sont saisies par défaut parce que il y a peut-être pas une bonne connaissance des matériaux. Et donc, il y a peut-être un développement des compétences des diagnostiqueurs sur ce point-là. Et il pourrait être envisagé potentiellement également un contrôle automatique des diagnostics avant la mise en ligne du DPE pour s'assurer qu'il n'y a pas potentiellement des erreurs grossières, entre guillemets, des choses qui sont très incohérentes par rapport à une situation classique. Alors pour vous donner, ça c'est des choses qu'on peut quand même commencer à observer dans la base des DPE. Là je vous présente c'est la répartition du nombre de diagnostics de performance énergétique qui sont déposés dans la base ADEME, qui ont été déposés dans la base ADEME en fonction de la consommation d'énergie primaire qui est relevée dans le DPE. Et ce qu'on constate, c'est que on a une incohérence statistique au niveau des seuils des étiquettes DPE. Donc c'est les barres bleues que vous voyez là, les barres bleues correspondent au seuil entre les différentes étiquettes DPE, et ce qu'on constate, c'est que statistiquement on voit plus de logements situés avant ce seuil-là que après, ce qui pourrait expliquer cette incohérence, c'est le fait que il y ait une optimisation de la saisie par les diagnostiqueurs pour atteindre une meilleure étiquette lorsque la consommation énergétique est proche du seuil. Optimisation qui est peut-être que simplement on vérifie un peu mieux ces données d'entrée pour voir si on peut pas être un peu plus précis pour potentiellement aller chercher une étiquette, gagner une étiquette énergétique. Le troisième point qui est souvent reproché, c'est la précision du calcul. Donc, il y a eu plusieurs critiques qui sont remontées sur la précision du calcul et la capacité du moteur à prendre en compte certaines spécificités du système ou de l'enveloppe. C'est notamment le cas certains points qui sont relevés, c'est notamment le caractère potentiellement hygrothermique des parois anciennes qui serait mal pris en compte par le moteur de calcul du DPE, ou la prise en compte de certains systèmes de chauffage qui n'est pas assez précis pour bien prendre en compte les consommations réelles d'un bâtiment. Alors, pour le bâtiment ancien, il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs paramètres qui permettent déjà de prendre en compte le caractère, en tout cas inertiel, des bâtiments anciens, avec des climats qui sont spécifiques pour les bâtiments anciens à forte inertie, et puis également une description des parois qui permet de prendre en compte des doublages non isolés ou des enduits isolants qui permettent de diminuer les déperditions dans ce type de bâtiment. Ce qui est important de préciser également, c'est que le moteur 3CL 2021 reste un moteur simplifié qui doit permettre la saisie d'un logement de manière rapide et simple sur des données vérifiables. Et ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, il n'y a aucun des moteurs réglementaires qui prend en compte de manière plus fine que ne le fait le DPE ce type de paramètres. L'instrument de mesure présente des imprécisions, c'est clair. On pourrait aller plus loin, on pourrait saisir de manière plus précise, on pourrait être plus efficace, on pourrait avoir plus de données d'entrée qui permettraient d'avoir un calcul plus précis. Mais en aucun cas, aujourd'hui, ça rentre dans le champ de l'opposabilité, dans le sens où on a un instrument de mesure qui est unique, cohérent et commun entre tous les bâtiments. Donc, il n'y a pas d'éléments qui rentreraient dans le champ de l'opposabilité à ce niveau-là. Enfin, et je terminerai par ce point-là, la quatrième catégorie des reproches qui peuvent être faits au DPE aujourd'hui, c'est sur le réalisme des mesures coercitives et incitatives au regard des résultats qui sont obtenus par le diagnostiqueur. Il y a plusieurs choix algorithmiques qui sont cohérents du point de vue calcul et cohérents du point de vue scientifique, entre guillemets, qui entraînent néanmoins des résultats en étiquette DPE qui peuvent contraindre fortement certains logements. Ça a été notamment le cas des logements de petite surface qui représentent des consommations énergétiques ramenées à l'achat plus importantes que les autres logements de manière générale. On a aussi le cas sur les logements en altitude dont les consommations peuvent être élevées et des étiquettes dégradées pour un même logement. Il y a des logements construits après 2000, voire 2005 qui, parce qu'ils sont situés à plus de 400 mètres d'altitude, se retrouvent facilement à l'étiquette D, E, voire F. Alors qu'eux, ils sont bien isolés, etc. Donc,
il y a peut-être une situation ici. C'est le cas aussi des logements fortement vitrés qui peuvent présenter des consommations très élevées, ou encore les logements au fioul qui sont défavorisés avec le double seuil en énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Alors là-dessus, en fait, il faut savoir que globalement, les consommations et les émissions qui sont évaluées sur la méthode de calcul sont cohérentes. Il n'y a pas d'erreur dans le calcul. Cependant, il y a des choix politiques et techniques qui ont été faits pour caler des seuils d'étiquette, et on peut et il y a un arbitrage à faire sur est-ce que on facilite ou on limite le traitement de certains logements. Et ce choix-là, c'est un choix politique, c'est pas un choix scientifique ou technique. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu justement une révision, il y a une proposition de révision du seuil des étiquettes pour les logements de petite surface qui est en cours. Et on voit bien d'ailleurs que cette proposition de révision, elle vient pas revoir la méthode de calcul en soi, elle vient simplement revoir les seuils des étiquettes DPE pour les logements de petite surface. Donc je vous ai mis ici d'ailleurs l'illustration de ce point-là, c'est-à-dire que la révision du DPE, enfin la révision qui est en cours et qui est en cours de consultation, elle vise du coup à potentiellement faire évoluer les seuils des étiquettes DPE en fonction de la surface du logement, pour prendre en compte le fait que sur les petits logements, il y a des consommations de chaudes sanitaires qui sont plus importantes, etc., ramenées au mètre carré, des déperditions ramenées au mètre carré qui sont souvent plus importantes, et ce qui fait qu'on a généralement du coup des consommations ramenées au mètre carré qui sont plus importantes. Voilà, j'en ai terminé avec cette première phase du coup de rappel et de présentation des enjeux sur le DPE, et donc je vais maintenant laisser la parole pour la suite des présentations. Merci beaucoup. Tous ces éléments qu'on vient de voir, on va en tirer des enseignements tout de suite en matière contentieuse, parce que la première étape à laquelle il faut procéder avant de se lancer dans un contentieux, c'est la traduction technico-juridique de la situation. C'est pas quelque chose qui est inédit en droit de manière générale, particulièrement en droit de la construction. C'est un dialogue qui est toujours indispensable, c'est de partir d'une situation technique, vraiment la comprendre dans un détail quand même assez important d'un point de vue technique, et pouvoir savoir si on trouve une traduction juridique qui justifie de se lancer dans un contentieux. C'est particulièrement vrai s'agissant du contentieux du DPE, puisque comme on vient de le voir, il y a des situations dans lesquelles le DPE a suscité des reproches et des critiques assez fortes. Il y a eu des véritables remises en cause de cet outil, mais qui pourtant ne se traduisent pas du tout par une opportunité en termes de contentieux. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, ce qui est indispensable, c'est vraiment de distinguer ce qu'on va appeler les vrais contentieux, qui vont faire suite à un diagnostic qui serait réellement erroné ou même à une absence totale de diagnostic. C'est des situations qui existent également. Et c'est dans ces cas-là où on va pouvoir approfondir, comme on va le faire ensemble après, qui est responsable, quels sont les auteurs, quelles sont les fautes, quels sont les préjudices qu'on peut invoquer, etc. Mais toutes ces situations-là doivent être bien distinguées, je le répète, des critiques autour de la fiabilité de l'outil qu'est le DPE, qui est évidemment un outil qui est perfectible, qui évolue constamment. On vient de le voir encore il y a quelques jours, quelques semaines sur le DPE pour les petites surfaces. On va avoir des évolutions, alors qu'on pensait qu'on était quand même dans une méthode fiabilisée qui allait quand même s'arrêter quelque temps, mais non, on est dans une perpétuelle perfectibilité de cet outil. Donc, il faut suivre bien ce qui se passe d'un point de vue technique et d'évolution sur cet outil. Et tout ça ne constitue que des critiques politiques en quelque sorte, mais qui, encore une fois, ne donnent pas lieu à un contentieux. Si on se lance dans un contentieux sur ces bases-là, on risque très rapidement de s'apercevoir qu'on se lance dans un contentieux pour rien, on va aboutir à des rejets des demandes, et donc à des frais complémentaires qui n'aboutiront à rien. Ça ne veut pas dire que l'outil, ça ne veut pas dire que ces critiques ne sont pas valables, mais encore une fois, c'est un outil qui a le mérite d'exister, qui permet de lancer de très nombreuses politiques publiques, des vagues de rénovation assez importantes, et puis voilà, et encore une fois, qui a vocation évidemment à s'améliorer dans le temps. On peut passer à la slide suivante. Donc, si on se trouve dans la première situation, à savoir, on est dans une situation qui serait réellement sujette à contentieux,
La fiabilisation et l'opposabilité du DPE, ça va ouvrir de nouvelles perspectives contentieuses. Désormais, on va le voir, la victime d'un DPE qui serait erroné va avoir la possibilité d'agir contre un nombre d'acteurs qui va être beaucoup plus important que ce qu'il n'était auparavant. On va pouvoir agir, vous le voyez à l'écran, contre le diagnostiqueur, contre le vendeur, contre le bailleur, mais également contre le notaire ou encore l'agent immobilier, donc tous les acteurs qui gravitent autour des actes de vente ou de location. Et le choix d'agir contre tel ou tel acteur va vraiment va dépendre des circonstances de la cause. Ça va évidemment en premier lieu dépendre des fautes commises par les uns et les autres, mais pas uniquement. Quand on se lance dans un contentieux, évidemment, en premier lieu, il faut identifier un responsable potentiel qui va être mis en cause, mais il faut aussi s'assurer de sa solvabilité. D'où l'intérêt, souvent, d'aller chercher des professionnels qui auront des assurances, etc. Parfois aussi, on va se retrouver face à des clauses limitatives de responsabilité ou même des clauses exonératoires. C'est souvent le cas dans des contrats de vente. On ira donc essayer d'aller chercher quelqu'un qui ne pourra pas se prévaloir de telle ou telle clause. Donc, on va parfois même se retrouver avec des actions avec plusieurs défendeurs. On va agir de manière collective, à l'encontre de plusieurs acteurs, plusieurs défendeurs, avec des tentatives d'engager leur responsabilité de manière solidaire. Et ça donnera lieu, on va le voir juste après, parfois à des appels en garantie entre ces acteurs qui auraient été mis en cause. Je vais prendre le temps de m'arrêter sur les 3 recours principaux qui sont contre le diagnostiqueur, contre le vendeur, contre le bailleur. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin, donc je n'ai pas détaillé les actions contre les notaires et les agents immobiliers, parce que je pense que c'est le contentieux qui évoluera le moins avec les nouveautés du DPE. A priori, c'est surtout les trois premiers acteurs pour lesquels le contentieux va beaucoup évoluer. Donc, si on passe aux actions contre le diagnostiqueur. Alors, avant la réforme au sens large, hein, toutes les lois qui sont venues fiabiliser et rendre les DPE opposables. Donc, avant cette réforme, les seuls quasiment, hein, je simplifie un peu, qui pouvaient être mis en cause, qui pouvaient voir leur responsabilité recherchée, c'était les diagnostiqueurs. Désormais, l'opposabilité, ça va permettre de mettre dans la boucle les vendeurs, les bailleurs. Et donc, on va finalement, pour les diagnostiqueurs, se retrouver sur une responsabilité un peu plus diffuse qui va être partagée avec d'autres acteurs. Donc, pour les diagnostiqueurs, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle en termes de responsabilité contentieuse, cette réforme, puisque ils seront moins, leur responsabilité ne sera pas forcément seule et unique, seront plus forcément les seuls et uniques responsables en cas d'erreur de diagnostic. Ça a également pour conséquence que désormais, on va avoir 2 types d'actions en responsabilité contre le diagnostiqueur. On va retrouver comme avant des actions directes de la part des victimes, entre guillemets, d'une erreur de diagnostic, donc des actions en responsabilité délictuelle. Donc, ça va être un acquéreur mécontent, un preneur à bail mécontent qui se retournerait directement, dans le cadre d'un recours en responsabilité, contre le diagnostiqueur. Et puis, désormais, vu que les vendeurs et les bailleurs vont être eux-mêmes mis en cause en front dans le cadre d'un recours en responsabilité, on va trouver désormais des recours contre le diagnostiqueur dans le cadre de ce qu'on appelle des appels en garantie. Ça va être le mandant du diagnostiqueur qui va venir appeler son diagnostiqueur en garantie si lui-même, donc le vendeur ou le bailleur, est mis en cause par un acquéreur, par un locataire. Donc, on a 2 types d'actions, les actions directes, les appels en garantie. Et quelques éléments qu'il faut bien garder à l'esprit quand on parle du contentieux contre les diagnostiqueurs dans le cadre d'un DPE, c'est que on parle d'une responsabilité de la part de professionnels, ce qui veut dire que la jurisprudence va être assez sévère à l'égard des diagnostiqueurs. On va exiger d'eux une responsabilité qui est à la hauteur de leur statut professionnel et de leur expertise en matière de diagnostic de performance énergétique. Deuxième élément qui est très important quand on parle de la responsabilité des diagnostiqueurs, c'est que les diagnostiqueurs travaillent pour élaborer les DPE en collaboration, en quelque sorte, avec les propriétaires, ce qui les place dans une situation qui est assez délicate. D'une part, parce qu'il va falloir prendre des précautions assez importantes vis-à-vis des informations qui leur sont communiquées par un tiers, par rapport à leur expertise.
Et en même temps, ce tiers, c'est pas n'importe quel tiers, c'est leur clientèle. C'est leur mandant qui est allé les chercher pour établir le diagnostic. Donc, ils sont dans une situation un peu délicate entre les instructions de leur mandant qui leur confie du travail versus leur responsabilité et leur devoir de contrôle des informations qu'ils vont rentrer dans le DPE. On peut passer à la slide suivante. Je vous propose de faire un focus pour bien comprendre la responsabilité des diagnostiqueurs sur les différentes fautes qu'on peut trouver, qu'on peut reprocher à un diagnostiqueur et surtout comment ils peuvent limiter cette responsabilité. On a deux grandes catégories de fautes qu'on peut identifier. Il y en a probablement d'autres, mais les deux principales. La première, ce serait une inexactitude des données d'entrée. Volontaire, involontaire, dans tous les cas, on peut avoir des diagnostics qui sont erronés, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le calcul du diagnostic des constatations, des informations qui sont fausses et qui vont entraîner nécessairement une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien. Comment limiter sa responsabilité en tant que diagnostiqueur vis-à-vis de ce risque de faute? Il faut nécessairement contrôler tout ce qui est communiqué par le propriétaire. Si on a un doute, engager des actions ou des investigations pour vérifier lorsque c'est faisable. Éventuellement tracer, noter les difficultés rencontrées ou même l'absence d'informations ou l'impossibilité d'en trouver. Et éventuellement, dans les cas les plus extrêmes, peut-être refuser de réaliser un diagnostic s'il n'est pas possible de le réaliser dans les règles de l'art. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que même une fausse information communiquée par le propriétaire, même si on arrive à prouver que c'est le propriétaire qui nous a communiqué à nous, diagnostiqueurs, une information qui était fausse, ça ne suffira pas pour écarter totalement la responsabilité du diagnostiqueur. On sera plus probablement dans un partage de responsabilité, soit lorsque l'erreur est grossière encore une fois à la lumière de leur statut de professionnel, soit lorsque le juge va estimer que des vérifications assez accessibles étaient envisageables et qu'elles n'ont pas été réalisées. La deuxième grande catégorie de fautes, ce serait le non-respect de la méthode du DPE. Et là, j'en renvoie à ce que Julien vous a présenté en première partie. Il faut bien distinguer là ce qu'on peut reprocher au diagnostiqueur, ce serait le non-respect de la méthode, le non-respect des normes et des règles de l'art dans la mise en œuvre de la méthode du DPE. Mais en aucune façon, on ne pourra leur reprocher le contenu même de la méthode et des souplesses qu'elle permet. Ce qu'on va seulement vérifier, et c'est là où il peut y avoir des erreurs, c'est que à l'instant, au moment où ils l'ont réalisé, ils ont bien appliqué la bonne méthode qui était en vigueur. Et j'en réfère à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est une méthode qui évolue, donc il pourrait y avoir des erreurs assez fréquentes dans l'application de la bonne méthode au bon moment. J'en viens aux actions contre le vendeur. Là, on a une grosse évolution avec l'opposabilité des DPE, c'est que jusqu'à maintenant, agir contre un vendeur face à un DPE, enfin en cas d'un DPE erroné, c'était dans des situations assez extrêmes, il fallait qu'on puisse démontrer qu'il y avait eu dol ou une mauvaise foi avérée de la part du vendeur, donc une volonté de remettre un DPE erroné. Avec l'opposabilité, désormais, on va pouvoir agir en dehors de ces cas de DPE volontairement erronés. On va pouvoir agir plus facilement, directement à l'encontre du vendeur lorsqu'on est un acquéreur victime d'un DPE erroné. Évidemment, lorsqu'on a un acquéreur, on a toujours, on vient de le voir, la possibilité d'agir contre le diagnostiqueur. Cette porte n'est pas fermée, elle était ouverte avant, elle le demeure. Et lorsqu'on va agir contre le vendeur, on l'a vu, ce vendeur lui-même pourra se retourner dans le cadre d'un appel en garantie contre le diagnostiqueur. Les différentes actions qui sont ouvertes au vendeur, il y en a deux. Il y a celle qui existait avant, qui est une action sur le fondement d'un vice du consentement, qui est le dol. Ça reste des situations qui sont assez dures à démontrer d'un point de vue contentieux. Démontrer un dol, il faut pouvoir prouver qu'il y a eu des manœuvres, une volonté de dissimuler un diagnostic erroné. C'est des situations qui sont assez extrêmes. C'est pas facile pour emporter la nullité de l'acte ou l'obtention de dommages et intérêts sur ce fondement-là. L'action qui va grandement se développer, qui est l'action principale qu'on doit mettre en œuvre lorsqu'on a un défaut qui concerne l'usage d'une chose qu'on acquiert, c'est la garantie des vices cachés. C'est une garantie illégale que doit le vendeur de tout bien vendu et qui va pleinement trouver à jouer avec l'opposabilité du DPE.
elle ouvre au bénéfice de l'acquéreur soit une action dite rédhibitoire, soit une action estimatoire, c'est-à-dire qu'on peut soit rendre la chose, soit demander une diminution du prix. Et lorsqu'on prouve que le vendeur avait connaissance des vices de la chose, on peut également demander des dommages à intérêts à titre complémentaire. Il faut bien avoir à l'esprit dans le contentieux entre un vendeur et un acquéreur, c'est qu'il y a un paramètre qui va être très important, c'est les qualités et les compétences respectives côté vendeur et côté acquéreur. Qui est professionnel, qui est compétent, qui a réalisé les travaux, ça va avoir un impact direct sur la possibilité d'engager la responsabilité d'un vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. On peut passer à la slide suivante, dans laquelle je voudrais faire un focus assez rapide sur la garantie des vices cachés parce que le temps passe vite. D'abord, pour bien mettre en évidence sur la caractérisation de ce qu'est un vice caché. Donc, c'est un vice, la garantie des vices cachés, elle permet au vendeur d'obtenir, de mettre en cause la responsabilité du vendeur lorsque on a des défauts de la chose qui sont cachés et qui la rendent impropre à l'usage auquel elle a été destinée ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou l'aurait acquise à moindre prix. C'est des conditions qu'il convient de découper. Il faut d'abord réussir à démontrer un vice. En l'espèce, ce sera l'erreur de diagnostic, l'erreur sur la réalité de la performance énergétique du bien. Et là où ça se complique, c'est qu'il faut réussir à montrer qu'il était caché. Et c'est là où la compétence de l'acquéreur entre en cause. Si l'acquéreur est un particulier, si l'acquéreur est un professionnel, si l'erreur est grossière, si l'erreur est plus discutable, etc., on considérera que le caractère du vice était caché ou non, et donc on peut engager ou pas la garantie des vices cachés. Donc vous voyez, il y a un travail assez approfondi à faire en amont pour décider si on peut engager une responsabilité pour garantie des vices cachés. Et puis, il va y avoir un jeu assez important de clauses limitatives et exonératoires des vices cachés. C'est des clauses qui existent déjà dans tous les actes de vente, mais qui vont trouver à jouer particulièrement concernant les DPE et qui jouent de manière différente selon le statut du vendeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Encore une fois, les compétences du vendeur ou sa qualité vont avoir un impact très fort. Donc, ces clauses limitatives, on ne peut les faire jouer en réalité que si on est un non-professionnel. Et un non-professionnel, c'est évidemment les non-professionnels, mais également les particuliers qui ne seraient pas assimilés professionnels. Je m'explique. On va assimiler au statut de professionnel les particuliers qui réalisent des travaux et lorsque le vice se rapporte aux travaux qui ont été réalisés par ce particulier. Donc, pour avoir le statut de non professionnel et pour pouvoir se prévaloir d'une clause limitative ou exonératoire des vices cachés, il faut que le vice se rapporte au bien, à l'exception des travaux qu'on aurait nous-mêmes réalisés, et à condition qu'on ait ignoré de bonne foi ce vice. Donc vous voyez, avant de pouvoir engager une action en garantie des vices cachés, il va falloir passer toutes ces étapes préalables. Pour terminer, les actions à l'encontre du bailleur. On va avoir ce même phénomène qu'on a retrouvé en matière de vente où l'opposabilité va permettre plus facilement d'engager des actions directes à l'encontre du bailleur, avec à nouveau à l'époque cette possibilité qu'on avait d'obtenir une responsabilité du bailleur pour dol ou en cas de mauvaise foi avérée. Là, on va pouvoir aller plus loin que ces hypothèses-là. Et puis, on va avoir des actions spécifiques fondées sur le droit à un logement décent et le droit à un logement performant. C'est des actions qui sont spécifiques au secteur résidentiel et qui, à mon sens, devraient contribuer à accroître grandement le contentieux en matière de DPE spécifiques pour les baux à l'avenir, ce qu'on n'avait pas du tout jusqu'à maintenant. Donc, ce sera vraiment des actions spécifiques au secteur du logement, via une mise en jeu de ce droit à un logement décent et performant via toutes ces différentes manifestations dont Julien a parlé tout à l'heure, l'interdiction de louer, le gel des loyers, etc. Je reviendrai juste après sur l'interdiction de louer et l'action spécifique qui existe à ce sujet. En résumé, on va retrouver également 3 typologies d'actions à l'encontre du bailleur. Des actions sur le fondement des vices du consentement, donc assez similaires à ce qu'on a vu pour le vendeur. Donc cette fois, ce sera sur le fondement du dol ou de l'erreur sur les qualités essentielles.
On va avoir la possibilité d'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information. Donc ça, c'est ce qui sera à peu près ce qui permettra de remplacer l'action en garantie des vices cachés, hein, qui n'existe pas en matière de location. Et puis, on va avoir toutes ces actions spécifiques dans le cas d'un logement décent, indécent ou non performant. J'y reviens juste après. On peut passer d'ailleurs à la slide suivante. Et on en terminera par là, même celle encore d'après. La slide qu'on est en train de passer rapidement, là, c'était un focus sur le droit à un logement décent, mais on en a parlé un petit peu dans la partie précédente. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire lorsque le bailleur ne respecte pas ses obligations et donc on se retrouve face à un logement qui est dit indécent. Eh bien, il y a une action spécifique qui est prévue au profit d'un locataire qui va pouvoir demander au juge d'imposer au bailleur de réaliser des travaux de rénovation pour atteindre une performance énergétique qui correspondrait à un logement décent. Et dans l'attente de la réalisation de ces travaux, le juge va même pouvoir demander des diminutions de loyer, voire des suspensions de perception de loyer dans l'attente de la réalisation de ces travaux. Ce qui est assez sévère pour les bailleurs, d'où la mise en exergue, vous le voyez, de certains moyens de défense au profit du bailleur, parce que le monde de la location n'est absolument pas tout noir d'un côté et tout blanc de l'autre. Hein. Il n'y a pas les méchants bailleurs et les gentils locataires de l'autre. C'est des situations qui sont compliquées également pour les bailleurs qui doivent engager des travaux qui sont lourds. Et la réglementation tente de trouver un équilibre, un compromis entre le bailleur et le preneur. Ça donne la réglementation telle qu'on vous la présente. Il est possible qu'il y ait encore des évolutions. C'est le cas, par exemple, sur les petites surfaces. Hein, encore une fois, c'est une souplesse qui est donnée au profit des propriétaires bailleurs. Et d'ailleurs, ces situations qui sont assez complexes entre bailleurs et locataires font qu'on se retrouvera très souvent dans des situations où le règlement amiable des litiges aura une place assez forte à tenir. Hein. C'est important à la fois pour le bailleur et pour le preneur. Le bailleur, parce que lui, il faut trouver des situations de compromis pour pouvoir faire des travaux, mais dans un calendrier qui soit compatible avec ses moyens de financement. Et puis pour le preneur, c'est pas facile également de se retourner vis-à-vis de son bailleur et de se mettre dans une situation qui soit un véritable contentieux vis-à-vis de son bailleur. C'est une situation qui est très délicate. Et donc, tout le statut du règlement amiable des litiges a vraiment sa place à jouer ici. Donc, très rapidement, je mentionne les deux moyens de défense pour un bailleur et j'en terminerai par là pour qu'on ait le temps d'avoir quelques questions. Le bailleur va pouvoir faire valoir d'abord le statut de la copropriété de son bien, ce qui va être très fréquent. Donc, ça va être les situations dans lesquelles le bailleur a déjà réalisé des travaux dans le logement, mais désormais, pour atteindre la performance énergétique correspondant à un logement décent, il faudrait faire des statuts qui concernent les parties communes et donc qui nécessitent d'engager l'adhésion de la copropriété. Donc, s'il arrive à prouver qu'il a demandé de mettre à l'ordre du jour de la copropriété des travaux en ce sens et qu'il n'a pas obtenu l'accord, il ne pourra pas se voir reprocher le refus qui relève de la responsabilité de la copropriété. Le deuxième moyen de défense pour le bailleur, c'est de faire valoir les contraintes architecturales ou patrimoniales de son bien, qui vont, ça va être souvent le cas dans les grandes villes, à Paris en particulier, des contraintes architecturales liées, par exemple, au bâtiment haussmannien qui pourraient, je parle sous le contrôle de Julien, qui pourraient s'opposer à atteindre une performance énergétique donnée. Bon, il y a quand même des solutions techniques assez vastes qui permettent d'améliorer la performance énergétique, au moins pour atteindre la notion de décence du logement. Mais en tout cas, c'est des souplesses qui existent. Je termine par là pour qu'on ait au moins nos 10 minutes de questions. Merci beaucoup, Pauline Morus et Julien Parc pour votre présentation très complète. N'hésitez pas surtout à poser vos questions sur le chat. On en a reçu quelques-unes, mais pas énormément. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai une première question de Xavier Richard. Quelle fiabilité accordez-vous à l'étude annuelle des notaires sur la valeur verte et son impact sur la valeur vénale des biens immobiliers ? Alors, le temps que Julien revienne avec nous, je vais commencer à répondre.
Alors pour moi, c'est une étude. Alors j'ai lu la dernière étude qui était assez intéressante. Je pense que c'est une vraie, c'est assis sur des vraies données notariales, donc je pense que ça a une valeur assez importante. Oui, je rejoins l'analyse, hein. Pour moi, c'est assez important et c'est très intéressant comme étude. Alors, j'ai pas les détails de comment ça a été réalisé, le traitement statistique qu'il y a derrière, etc. Mais en tout cas, ça me paraît assez fiable quand même, surtout si ça s'appuie sur les dernières estimations du DPE. Et en tout cas, d'un point de vue contentieux, c'est des données qu'on pourrait citer. Alors, ça emporterait pas, ce serait pas une preuve suffisante, hein, mais ce serait des données qu'on pourrait largement citer dans des conclusions pour faire valoir l'impact, c'est-à-dire le préjudice sur la valeur verte du bien. Je vous remercie. D'ailleurs, Une j'en demande de... profite, Oui, pardon. vu que vous disiez qu'il n'y avait pas énormément de questions, ça me permet de revenir très rapidement sur la dernière salle, qui est en une phrase simplement qu'il va y avoir une extension, un élargissement des préjudices qu'on va pouvoir faire valoir dans le cadre des contentieux. Donc ça aussi, c'est un point qui est assez important, c'est les conséquences indemnitaires. Et je rejoins donc la question sur la valeur verte. La valeur verte, ce sera important de pouvoir la prouver. Et les études notariales en ce sens seront évidemment un grand saut. Je vous remercie. Une demande de précision de Florence Loudario. Vous aviez dit les professionnels seraient tenus responsables à hauteur de leur expertise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ça signifie, dans le sens où moi je l'ai employé, ça signifiait qu'il y aurait une véritable sévérité, qu'il y a déjà à l'heure actuelle, puisque les diagnostiqueurs étaient déjà responsables depuis longtemps. Il y a une véritable sévérité de la jurisprudence vis-à-vis des diagnostiqueurs de par leur statut de professionnel. C'est-à-dire qu'eux sont rémunérés, sur la base de leurs compétences techniques pour réaliser ces DPE. Donc, on attend d'eux une certaine fiabilité liée à l'acte pour lequel ils sont rémunérés. Et ça rejoint un peu ce que disait Julien d'ailleurs tout à l'heure, pour améliorer les DPE, la nécessité d'avoir peut-être des diagnostiqueurs mieux rémunérés, mieux formés, pour qu'on ait le temps d'avoir des actes fiables. Je vous remercie. Assez peu de questions. Alors oui, si, une question de Florian Lecazo. Que pensez-vous de l'arrêt de CA de Paris du 25 janvier 2023, alors bon, c'est précis, sur l'impropriété à destination d'un ouvrage d'isolation qui relate aussi d'un problème de performance énergétique? Le DPE est impacté du fait d'un défaut de mise en œuvre et d'une carence par le biais d'une surconsommation de 19 degrés non atteint. Qu'est-ce que vous pensez de cet arrêt? Alors là, tout de suite, pas grand-chose. Si vous, je ne peux pas l'avoir par écrit dans le chat, comme ça je vois. Alors, je ne sais pas comment faire dans le chat. Je m'en occupe, je l'envoie par chat. D'accord. J'ai le chat sous les yeux, ou me la relire que je... Je peux vous la relire hein, si vous n'avez pas reçu. Non, je ne l'ai pas reçu, allez-y, redites-moi. Oh, alors, que pensez-vous de l'arrêt de CA de Paris du 25 janvier 2023 sur l'impropriété à destination d'un ouvrage d'isolation qui relate aussi d'un problème de performance énergétique? Le DPE est impacté du fait d'un défaut de mise en œuvre et d'une carence par le biais d'une surconsommation de 19 degrés non atteint. Alors, je pense qu'il y a deux... Ah oui, c'est bon, je l'ai sous les yeux, ce sera plus facile. Oui, donc alors j'ai pas l'arrêt en tête malheureusement, mais si c'est un sujet d'impropriété à la destination, donc c'est un sujet qui concerne donc la garantie décennale. Et il y a effectivement des dispositions spécifiques concernant la possibilité d'engager la garantie décennale pour une problématique de performance énergétique. Je pense que le sujet du DPE là est peut-être secondaire. Le DPE est impacté du fait d'un défaut de mise en œuvre de carence par le biais d'une surconsommation. Alors, je ne suis pas sûre du lien avec le DPE, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le code de la construction permet en tout cas de faire jouer la garantie décennale
face à un problème d'impropriété, face à un problème de performance énergétique, dans le cadre de la réalisation de travaux, que ce soit des travaux de rénovation, des travaux neufs, lorsqu'on a un problème dans la performance énergétique, on va pouvoir engager la garantie décennale sur le fondement de la propriété à la destination, mais dans des conditions qui sont spécifiques et qui sont plus sévères que le droit commun de la garantie décennale. Alors, malheureusement, je n'ai pas les détails de la CA de Paris. Je le regarderai si vous voulez, on pourra en discuter en dehors du webinaire. Je vous remercie. Une question de Wilfried Gruber. Quelles sont les catégories de contraintes qui limitent la mise en œuvre de travaux énergétiques? Julien, tu veux répondre sur cette question un peu plus technique? Alors, vous pouvez répéter exactement pour que je pense que ça concerne. Ouais, allez-y. Ouais. Quelles sont les catégories de contraintes qui limitent la mise en œuvre de travaux énergétiques? Alors, dans les contraintes architecturales ou patrimoniales, en fait, il y a un décret qui précise ces contraintes, et donc notamment, c'est lorsqu'on est dans une situation où on ne peut pas intervenir parce qu'on est dans une zone protégée, et donc du coup, on n'a pas la capacité d'intervenir dans le logement pour isoler, par exemple. Par exemple, c'est le cas de certaines zones. Typiquement, je crois que le Rennes centre ancien est concerné. On ne peut pas modifier l'intérieur du logement et donc isoler le logement. Donc ça peut être des contraintes qui peuvent être intégrées enfin en tout cas qui sont contenues dans cette phrase. Néanmoins, elles sont décrites de manière plus précise dans un décret, et donc on pourra renvoyer, si vous voulez, le décret de manière, enfin pour avoir toutes les contraintes. Et je complète la question, mais qui me paraît peut-être, ça me paraît quand même étonnant que même des petits travaux qui n'atteindraient pas donc les contraintes architecturales ne permettent pas au moins d'atteindre le niveau de décence d'un bâtiment, qui est quand même une exigence pas très haute à ce jour. Alors peut-être que dans le temps, ça va être de plus en plus complexe, mais en tout cas, à l'heure actuelle, atteindre un niveau de décence sans forcément toucher à la structure, au clos et au couvert, ça paraît si compliqué que ça. Ouais, ça peut être compliqué dans certaines configurations. En fait, il y a beaucoup de situations où l'isolation par l'intérieur est de toute façon systématiquement nécessaire pour passer un gap suffisant, pour faire un gap de gain énergétique suffisant pour atteindre peut-être une étiquette, même une étiquette F ou une étiquette E. Et c'est ces configurations-là qui peuvent être un peu limitées. Je vous remercie. Une question de Muriel Aîné. Avez-vous identifié également un contentieux en matière de DPE tertiaire à annexer aux baux commerciaux? Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le contentieux en matière de baux, qu'on soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire, va être complètement différent. A priori, dans le résidentiel, le contentieux va vraiment être centré sur le droit à un logement décent et performant, hein, les cas sur lesquels on s'est beaucoup arrêté aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas qu'il est possible d'avoir un vrai contentieux sur les autres fondements qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc, pour vice du consentement, pour défaut d'information, on va pouvoir aller chercher soit la nullité de l'acte, soit la responsabilité éventuellement du bailleur lorsqu'on a loué un bien avec un DPE qui aurait été erroné. Alors, je ne sais pas si j'ai identifié des jurisprudences. Faudrait que je regarde mon fichier de jurisprudence. Moi, j'ai pas eu à en connaître en tout cas, mais ça n'est pas du tout exclu. L'opposabilité, elle vaut y compris pour les baux commerciaux et les baux professionnels. Je vous remercie. Je vais prendre une ou deux dernières questions avant qu'on termine. Il y a une question notamment sur les passoires thermiques. Concernant l'interdiction de location pour les passoires thermiques, peut-on quand même louer un logement classé G d'ici 2025 si l'ensemble des travaux de rénovation ne peuvent être entrepris en raison d'une opposition du syndic de copropriété, notamment, entre autres? Question de Guillaume Delerue. Alors oui, ça fait partie de la possibilité de l'exemption qu'on a mentionnée, mais il va falloir le prouver, effectivement.
Et je crois qu'il y a une précision, c'est qu'il faut avoir réalisé par ailleurs l'ensemble des travaux en partie privative également. Et donc il y a vraiment, c'est pas uniquement parce que on a une preuve que le syndic veut pas faire les travaux. Enfin, d'ailleurs que le syndic n'a pas le choix, hein, c'est pas lui qui décide de faire les travaux ou pas. Donc la copropriété ne souhaite pas engager de travaux. Et donc du coup, il faut quand même avoir réalisé les travaux adaptés aux caractéristiques de son logement en partie privative. Et c'est là où l'isolation par l'intérieur potentiellement pourrait être inclus dans ces travaux en partie privative. Et il y a un petit flou là-dessus à mon sens. Je vous remercie. Je vais prendre une. Oui. Les moyens de défense, c'est on ne peut pas être obligé de réaliser des travaux lorsque la copropriété s'y oppose. C'est vrai qu'il y a un petit flou pour savoir si on peut quand même louer alors que la copropriété s'y oppose. Je comprends la subtilité de la question, j'ai comme un doute tout à coup. Je vérifierai ce point-là. Je vais terminer par une dernière question de Maxime Fouas. Face à l'augmentation des taux de sinistralité des assureurs, ces derniers pratiquent désormais des ouvertures de dossiers en cas de litige à 1 500 €, fautif ou non. Est-il possible d'espérer un quelconque remboursement en cas de non-responsabilité du diagnostiqueur? Donc, il y a un remboursement du diagnostiqueur. Pour les ouvertures de dossiers de cas de litige. Ouais. Alors, vis-à-vis des assurances, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la responsabilité du diagnostiqueur est engagée au contentieux, hein, donc devant une juridiction, si sa responsabilité in fine est écartée, donc il est reconnu qu'il n'a pas commis d'erreur, il obtient à la limite, à minima, un remboursement de ses frais judiciaires qui sont fixés par le juge. Et donc, peut-être qu'à ce titre-là, il pourrait faire valoir. Et d'ailleurs, au-delà de ses frais judiciaires, il pourrait faire valoir lui-même un préjudice en retour lié à ses frais d'assurance. Mais si ça reste au niveau purement assurantiel, je ne sais pas. Au contentieux, il peut faire valoir lui-même tous les préjudices qu'il veut, et notamment ses frais judiciaires, ses frais d'assurance, etc. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Il y a eu beaucoup de commentaires durant votre présentation. Alors, je vous prie de bien contacter Pauline Maurice et Julien Parc si vous avez vraiment des choses à discuter de tous ces sujets des contentieux des DPE. Et évidemment, si vous avez encore des questions auxquelles nos deux intervenants n'ont pas pu répondre aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même pas mal aussi qui sont tombés en toute fin de présentation et d'heure, mais vous pouvez toujours les contacter via leur adresse email contact@hulot-lepage.com et julien.parc@pouget-consultant avec un s.fr. Vous pouvez aussi consulter l'article écrit par Pauline Maurice dans la revue des dossiers techniques de la construction des éditions du Moniteur de décembre 2023, qui évidemment traite des contentieux du DPE, et cette revue est disponible sur la plateforme Keox pour les abonnés, et vous trouverez forcément bon nombre de réponses à vos questions aussi. Juste un dernier mot avant de nous quitter. Pour les abonnés, vous pouvez retrouver cette présentation sur Keox en replay dans votre espace abonné dans les prochains jours. Et puis, écoutez, voilà, je vous remercie beaucoup, Pauline Maurice et Julien Parc, pour votre présentation. Et merci à vous qui avez suivi ce webinaire. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous expert Keox, un sujet qui sera à déterminer. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci, au revoir.